ça va? On se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore un format différent. En vrai, je peux enlever mes casques. Pour un peu fêter les 15 000 abonnés de cette chaîne, je voulais faire une vidéo où vous me posez plein de questions et moi je les réponds. Du coup, j'avais demandé sur Instagram aux gens de me poser toutes les questions que vous vouliez. Bref. Et il y en a eu énormément. J'ai un peu essayé de les regrouper par thème parce qu'il y en avait certaines qui revenaient beaucoup. Mais on va parler d'Argentine, de la France, du tatouage, de créativité, de YouTube. En fait, je vais vous raconter toute ma vie. Du coup, ce que je vous conseille, c'est soit de vous faire une petite boisson comme moi, j'ai un ice latte, soit aller faire la vaisselle, je sais pas, faire une activité parce que là, on a beaucoup de choses à se dire. Moi, je pense que déjà pour commencer, ça serait bien d'aller tout au début. C'est la question qu'on me pose beaucoup. Pourquoi je suis venue en France et comment ça se fait que je parle si bien français? Et pour ça, je vais vous raconter vraiment toute l'histoire depuis le début. En gros, moi, je suis née en Argentine, à La Pampa, dans une ville qui s'appelle General Pico, dans les années 2000. Et j'ai vécu à General Pico jusqu'à mes 17 ans. J'ai toute ma famille là-bas, j'ai fait mon lycée là-bas, tout là-bas. Et en fait, quand j'avais 16 ans et que j'étais à la fin du lycée, je savais pas trop quoi choisir comme études. Je savais ce que je voulais faire comme études, mais j'étais pas trop sûre. Et du coup, j'avais une copine de copine qui était partie à l'étranger pour faire un échange. Et elle m'avait dit, mais en vrai, je te conseille de faire ça, tu pourrais grave partir à l'étranger. Ça peut te donner le temps de encore réfléchir et en même temps, tu peux apprendre une nouvelle langue et tout. Et du coup, moi, j'étais là, ok, pourquoi pas. Du coup, j'ai contacté, c'est le Rotary, en fait, c'est une ONG, je crois, où en gros, t'as pas à payer une énorme somme pour pouvoir partir en échange. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de mes 6 ans jusqu'à mes 17 ans, j'avais étudié du violon. Du coup, à cette époque-là, moi, je voulais trop partir en conservatoire. C'était un peu un rêve que j'avais parce que ma prof de violon, elle avait été au conservatoire en Italie. Du coup, pour moi, c'était un peu un rêve faire la même chose en sachant que ma famille, elle était italienne. Du coup, voilà, il y avait un peu un truc là. Je m'inscris dans le programme et pour pouvoir rentrer dans le programme, il fallait passer des examens et aussi un peu des interviews où ils voyaient comment tu te débrouillais, comment tu t'exprimais et tout. Et selon les moyennes que tu avais dans les examens, c'était la priorité que tu avais pour partir dans les pays que tu avais choisis. Parce qu'en fait, tu pouvais faire une liste des préférences des pays. Moi, j'avais fait ma petite liste. J'avais mis l'Italie, l'Autriche, parce que l'Autriche, il y avait aussi un lien avec la musique classique, et l'Allemagne, parce que il pouvait aussi avoir un petit lien. Mais bon, vu que j'ai pas eu une très bonne moyenne, ils m'ont envoyé dans un pays que j'avais pas choisi et ils m'ont donné la France. Bien sûr que moi, à cette époque-là, j'étais pas du tout contente. Vraiment, quand j'ai appris que j'allais partir en France, j'ai pleuré. Déjà, je connaissais rien de la France. De deux, je me suis dit, mais ils parlent quelle langue là-bas? Genre, vraiment, je connaissais zéro de la France. Et mes parents, ils m'avaient dit, bah, en vrai, c'est pas si grave que ça. Vas-y quand même, si jamais t'aimes pas, bah, tu rentres en Argentine, c'est pas grave. De toute façon, c'était un échange de 11 mois, voilà, c'était pas non plus la fin du monde, mais pour quelqu'un à 17 ans, voilà, t'es un petit pigeon, quoi. Bref, je pars en France et clairement, au début, bah, j'avais pas du tout aimé parce que moi, je trouvais que les gens, ils étaient trop froids. Au lycée, c'était trop dur de se faire des potes. Le lycée, il était pas du tout adapté pour accueillir quelqu'un. J'étais 1 an à Roanne. Je sais pas si vous voyez, j'ai habité là 1 an. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris le français. En fait, pendant 1 an, j'étais dans des familles d'accueil françaises et j'allais au lycée. Forcément, avec le besoin de communiquer, t'apprends la langue. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'étais très submergée dans la langue, même si au début, c'était très très dur et que j'avais mal à la tête. Vraiment, on avait une prof d'histoire. Je crois que le cours, il durait 1 heure et demie. Et vraiment, pendant tout le cours, moi, je la regardais, je regardais ses lèvres et tout, et j'essayais de comprendre. Je me disais, mais c'est pas possible que les bruits qu'elle fait avec sa bouche, ça veut dire quelque chose. Genre vraiment, au début, pour moi, le français, c'était que des bruits. C'était que des A, E, A, A. Vraiment, je comprenais rien. C'était trop dur et trop frustrant. Mais bon, je l'ai fait. J'ai fini mon année. Je suis rentrée en Argentine. Et là, c'était le moment de partir faire les études. Ce qui est dommage, c'est qu'après ça, j'ai abandonné le violon. J'ai vraiment arrêté complètement parce que, justement, quand on m'avait donné la France, on m'avait dit que moi, je partais pas en échange pour aller étudier du violon. Moi, je partais pour apprendre la langue et la culture. Et du coup, moi, ça a grave créé un blocage en moi. Genre, ça m'a brisé un peu ma petite violiniste intérieure. Et j'ai voulu complètement arrêter. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Je regrette.
Je sais pas, la vie, ça l'a fait comme ça. Et pendant cette année en France, tout le monde m'avait grave matrixé en mode ouais, mais la mode aujourd'hui, c'est étudier du marketing et faire de la communication. C'était vraiment ça le futur et tout. Si moi, je faisais pas de la musique classique, je voulais étudier du cinéma. C'était vraiment le truc que toute mon enfance, j'avais dit que j'allais faire ça. Quand j'étais venue à Lyon, c'était waouh, c'était vraiment la ville pour étudier du cinéma vu qu'il y avait l'université Lumière. Mais bon, je sais pas pourquoi je me suis grave laissée matrixer par l'idée de faire du marketing. Du coup, quand je rentre en Argentine, je dis à mes parents, je veux faire une école de publicité. Parce que dans la publicité, il y avait quand même ce côté créativité, direction créative et tout. Du coup, je me suis dit, ok, je peux quand même avoir un côté créatif, mais avoir la sécurité de que c'est un truc plus dans la com et dans le marketing. Je sais pas, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais du coup, après l'année en France, je déménage à Buenos Aires pour faire les études. J'ai supplié à mes parents de me payer cette école parce que c'était une école privée, bien sûr, en publicité. J'ai déménagé à Buenos Aires, du coup, pour avoir des cours en ligne pendant 2 ans et demi parce que c'était le Covid. Pour finalement faire un mental breakdance parce que j'étais enfermée dans mon appart. Et vu que j'habitais dans le 20e étage, mon père, il avait trop peur que je sorte par la fenêtre. Je décide de quitter Buenos Aires et rentrer chez mes parents. Et en fait, quand je rentre chez mes parents à la campagne, au milieu de l'Argentine, là, il faut tenir en compte que moi, après ma première année en France, quand je rentre en Argentine, je tombe en dépression. En fait, quand j'étais venue en France, je m'étais un peu transformée en quelqu'un qui avait l'impression qu'il pouvait manger le monde. Vraiment que le monde me appartenait et que moi, j'étais capable de faire tout ce que je voulais faire. Et vu que j'étais dans cet état d'esprit, vraiment, il y avait que des dingueries qui m'arrivaient dans ma vie. Des dingueries bien sûr. C'était incroyable. Mais du coup, j'ai vécu tellement de choses dans si peu de temps et dans une si courte âge que quand je suis rentrée en Argentine, je me suis dit, mais tout est nul maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que ça a été dur pour moi, les études, Buenos Aires, tout ça. Quand je quitte l'appart et que je rentre chez mes parents, c'est là où je me dis, mais en fait, il faut que je revienne en France parce que la France, c'est trop bien, parce que je parle français. Et aussi, il faut savoir que en 2022, il y a eu une énorme chute de la monnaie en Argentine. Et c'est ça où mes parents, ils nous ont dit à moi et à mon frère, si jamais vous voulez partir, il faut partir maintenant. Parce qu'après, on ne sait pas si on aura les moyens, parce qu'après, on ne sait pas comment ça va se passer et tout. Et du coup, avec mon frère, on s'est dit, ok, ciao ma bella, et on est parti. Bref, même ma venue en France, elle était quand même assez folle. Parce que moi, à la base, je voulais pas venir en France. Moi, je voulais venir en Europe tout court. Et surtout, je voulais aller en Italie pour faire les démarches des papiers pour avoir la nationalité italienne. Parce que ma grand-mère, elle était italienne et on a le droit encore dans la loi que si tu as une ligne de sang avec un Italien, tu peux demander la nationalité. C'est le même cas pour plein d'Argentins, dont moi. C'est vraiment un privilège et une chance. C'est juste que les papiers qu'il faut avoir, ça prenait énormément de temps à les avoir. Vraiment, c'était un dossier comme as et c'était trop dur de les avoir. Ça prenait trop de temps. Et moi, je commençais à perdre ma patience parce que j'avais quitté mon appart et que j'étais de retour chez mes parents. Et en fait, il y avait ma meilleure pote elle était en train d'un peu faire les démarches pour avoir un rendez-vous pour postuler pour le visa VVT pour venir en France. Il faut savoir qu'à cette époque-là, moi et ma meilleure pote, on était toutes les deux dans des relations toxiques à la mort, où vraiment on était attachés à des connards et tout ce qu'on voulait, c'était fuir l'Argentine. Il faut savoir que cette meilleure copine, je l'avais rencontrée en France lors du premier échange, vous voyez, et on est restés meilleures copines à distance. Enfin bref. Et un jour, elle me dit, ouais, mais en vrai, moi, je suis en train de faire toutes les démarches pour avoir un rendez-vous. J'ai déjà trouvé mon rendez-vous. Je vais présenter là et tout. Viens en France avec moi, meuf. C'est pas grave. Genre, tu viens en France, tu travailles quelques mois. Dès que les papiers, c'est fini, bah, tu les prends et tu pars en Italie. Et moi, je sais là, mais c'est trop une bonne idée. Du coup, je me suis dit, je vais commencer à faire les démarches, mais ça peut prendre du temps. Parce que prendre un rendez-vous, c'était super dur. Finalement, quand je me dis, ok, je vais commencer à chercher un rendez-vous, au bout de 2 jours, je trouve un rendez-vous. Il faut savoir qu'il donne 5 rendez-vous par jour sur un site qu'on dirait un site des années 2003, tellement il marche mal ce site. Et il les donne dans un moment random de la journée. Vraiment, tu peux pas savoir. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait la journée à rafraîchir la page et voir s'il y avait des rendez-vous dispo. Et un jour, moi, j'étais en before avant d'aller en soirée et je sais pas pourquoi, je rafraîchis la page, je trouve
un rendez-vous. Je le prends, mais le rendez-vous, il était de ce jour-là, genre, comme te dire, dans 25 jours, un truc comme ça. C'était genre hier, tu vois. Je l'ai pris quand même. Là, j'ai fait un FaceTime à ma meilleure pote. Elle était en soirée. Je l'ai appris un rendez-vous et tout, folie et tout. On part en France et tout. Alors qu'il fallait déjà passer le rendez-vous, postuler au visa et qu'ils t'acceptent. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, comme une folle, dès que j'ai le rendez-vous, je prends un billet pour aller en France. Alors que je savais même pas s'ils allaient me donner le visa ou pas. Du coup, moi, je me suis dit, je décide croire. Je prends un vol le même jour que ma pote, en sachant que le vol, il était une semaine après que mon rendez-vous. Les jours se passent, moi je fais tout mon dossier pour postuler à ce visa. Et quand le jour du rendez-vous arrive, je voyage à Buenos Aires, au consulat. Il faut savoir qu'il y a 7 heures de route entre ma ville et Buenos Aires. Je postule pour le visa, je dois laisser mon passeport au consulat, en sachant que je sais pas s'ils vont accepter ou pas le visa. Moi j'avais le vol une semaine après. Du coup, moi je décide de faire confiance à la vie. Je laisse le passeport, je rentre dans ma ville, je fais mes valises. Parce que dans ma tête, le seul choix, c'était que moi, j'allais partir en France. Et finalement, je sus que j'allais avoir le visa un jour avant le vol. Et quand j'ai voyagé à Buenos Aires pour aller prendre l'avion, j'ai récupéré le passeport le matin et j'avais mon vol l'après-midi. Quand je suis venue en France, je suis venue avec 800 €, une valise carry-on et un rêve, les amis. C'est tout ce que j'avais. Le reste, c'est de l'histoire. On me pose beaucoup la question de qu'est-ce qui me manque le plus en Argentine. Moi, j'ai envie de dire ma famille. Parce qu'en soi, en France, j'ai tout. Je vis bien. J'ai vraiment une bonne vie en France. Du coup, vu que j'ai tout ici et je me suis habituée à ma vie ici, vraiment, ce qui me manque le plus, c'est ma famille. C'est ma grand-mère, c'est mon cousin qui vient d'être papa. C'est vraiment ça. On m'a aussi posé la question de ça a été quoi mon parcours pour avoir les papiers. Et en gros, à la fin de mon visa, j'ai dû partir en Sicile. Dans les petits papiers, je suis sicilienne, les amis. Ce que je fais pour un peu renouveler mes mois de touriste. Là, en fait, je sais pas. Bah oh, je les papiers, j'ai le droit de le dire. Là, ce que je fais, c'est que je vais au Maroc pour un peu sortir de l'Europe et quand je rentre, renouveler mes 3 mois de touriste. Pendant ces 3 mois, je vais en Sicile dans un tout petit village qui s'appelle Castel di Lucio. On prend un appart avec mon frère, on s'installe là, on change la résidence en mode ouais, maintenant nous on habite ici. Et pendant ce temps-là, quand tu as encore les mois de touriste et que tu as fait ta résidence, on a présenté tous les papiers pour avoir la nationalité. Mais bon, ça a pris quand même 7 mois à que ça soit fait. On n'avait rien, quoi. Mais ça s'est fait. Et maintenant, j'ai tout. Voilà, mais c'est quand même un privilège, je sais, d'avoir cette chance de pouvoir demander la nationalité italienne, que d'ailleurs, ça va bientôt, ça sera plus possible. Même, j'ai entendu des cas des Argentins qui se sont fait refuser parce qu'ils veulent plus qu'on fasse ça. Les Italiens. On sait pourquoi. Ensuite, comment gardes-tu une partie de ta culture argentine au quotidien? Je bois du maté. Je crois que je peux dire que je bois du maté tout le temps. Et j'essaye quand même de garder mes amitiés avec des gens qui parlent l'espagnol. Parce qu'il y a eu une époque, en fait, au début, que c'est ça aussi qui m'a fait parler autant bien en français, c'est qu'au début, j'avais un travail où je travaillais en français. Tous mes potes, c'était des Français. Je sortais qu'avec des personnes qui parlaient en français. Du coup, ça faisait que j'arrêtais complètement de parler en espagnol. Chose que d'un côté, ça m'a aidé à bien m'exprimer et bien parler français. Mais en même temps, il y a eu un moment où j'ai eu un peu une crise culturelle, identité culturelle et tout. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais partie en Italie, je voulais pas rentrer en France après. Parce que vu que la première année en France, en travaillant, elle était un peu... Mais j'étais là, mais en fait, il n'y a rien qui m'attache à la France. Je pourrais grave continuer à voyager et tout. Et en fait, c'est l'amour qui m'a fait rester en France. C'est mon chéri qui m'a dit, viens, reste, et viens en France et viens vivre avec moi. Et vu que moi, à cette époque-là, j'avais ni de papier, ni d'argent, ni de plan, ni de... Voilà. Je me suis dit, allez, I'm coming, bitch. Mais bon, c'est clair qu'avoir changé de pays, ça m'a fait beaucoup changer en tant que personne. Et pendant des années, moi, j'ai eu un peu une crise d'identité où j'avais l'impression que la chasse qui habitait en France et la chasse qui habitait en Argentine, elle n'était pas la même et que c'était pas possible de les rassembler. Mais maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'est la même et maintenant, toutes les deux, elles vivent en paix. Mais bon, pour ça, il m'a fallu beaucoup creuser dans mon intérieur.
Maintenant, j'aimerais bien passer à la partie où qui je suis aujourd'hui, parce que là, on a un peu parlé de mon passé. Là, on va parler de who I am today. On m'a beaucoup posé la question de quel est ton rapport à ton physique. Il y a aussi une fille qui m'a dit, là, il y a l'été qui arrive, j'ai trop peur pour le bikini. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai un rapport avec mon physique assez sain. Et tout c'est grâce à que je fais du sport. Pas juste ça me fait du bien pour le côté physique, aussi pour le côté ça me fait énormément du bien. Mais aussi un truc qui aujourd'hui m'a fait me sentir bien avec mon corps, c'est le fait d'accepter que mon corps, il est comme ça. Et que s'il y a des choses que je peux faire pour les améliorer, mais les choses que je peux pas les contrôler, bah en fait, ça sert à rien de me martyriser et de me détester. Petit disclaimer que je veux faire pour dire que cet avis, je le donne en tant que personne qui n'a jamais souffert du trouble du comportement alimentaire. J'ai quand même grandi en Argentine, que c'est le deuxième pays avec le plus de TCA au monde après le Japon. Et bien sûr que j'ai grandi avec cette idée de que pour être belle, il faut être mince et que pour être mince, du coup, il faut arrêter de manger. Le seul moment de ma vie où j'ai perdu beaucoup de poids, c'était pendant ma dépression. Et heureusement, j'ai eu ma mère qui a capté qu'il y avait un truc qui allait pas tout de suite et elle m'a aidé à pouvoir aller chercher de l'aide d'un psy. Je sais comme c'est important d'être bien entouré et de demander de l'aide. Je trouve qu'aujourd'hui, la minceur extrême, elle redevient de plus en plus à la mode, ou en tout cas, elle est de plus en plus mise en valeur sur les réseaux sociaux, chose à laquelle il faut faire extrêmement attention. Quand je dis que c'est le sport qui m'a fait avoir un rapport plus sain avec mon corps, c'est parce que en faisant du sport, j'ai compris que si je veux que mon corps il me soit utile et que mon corps il m'appartienne et que ce soit mon corps qui me permet de vivre pleinement la vie et pas qui m'empêche, pour tout ça, il faut que je mange et que je nourrisse mon corps. Parce que c'est lui qui me permet de courir, de soulever du poids, de danser, de tatouer pendant des heures. Le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est YOLO, You Only Live Once. Vraiment, la vie, elle dure 2 jours et il y en a un sur les 2 où il pleut. Du coup, vraiment, ça serait trop dommage que vous empêchiez de porter des trucs que vous aimez bien, de vous mettre en bikini pendant vos vacances à la plage, que vous prenez pas de photos juste parce que vous n'êtes pas contente avec votre corps. Si jamais c'est le cas où le regard sur votre corps il est constamment négatif, moi je pense qu'il faut remettre en question le contenu qu'on est en train de consommer. Parce que les réseaux sociaux, ça peut énormément changer la vision qu'on a sur nous. On peut très facilement sentir que notre vie elle est moins bien ou que notre corps il est moins beau juste parce qu'on est en train de le comparer avec les autres. Du coup, après avoir fait ce disclaimer, on continue avec la vidéo. Du coup, les filles, vraiment, aimez-vous. Aimez-vous, putain de merde. Je vous en supplie. Ensuite, une autre question qu'on m'a beaucoup posée aussi, si j'ai toujours été quelqu'un de créative. Oui, j'ai toujours aimé faire des trucs avec mes mains et j'ai toujours aimé peindre, dessiner, écrire. Vraiment, j'ai toujours été quelqu'un de créatif. Et je m'accroche à la question de quand tu étais petite, tu voulais faire quoi plus tard? J'ai voulu tout faire. J'ai voulu faire tout et n'importe quoi. Après, la chose que pendant vraiment toute mon enfance, je disais, moi, quand je vais être grande, je vais devenir ça, c'est que je voulais être vétérinaire. Parce que j'aimais trop les animaux. Après, quand j'ai un peu grandi, je voulais faire du cinéma. Plus je me suis introduite sur ça, je voulais faire de la direction de photos dans le cinéma. Après, il y a eu une année, vraiment l'année où je suis partie en France, à 17 ans. Cette année, vraiment, je me suis dit, et si je fais architecte? Et si j'ai fait agronome? Les gens qui travaillent la terre, ça m'intéressait trop. Mais par contre, la chose que je m'étais jamais dit que j'allais faire, c'était devenir tatoueuse. Surtout parce que j'ai grandi dans une famille où vraiment mon père, il nous avait interdit de nous dessiner sur le corps. Vous voyez quand t'étais au lycée et que ta petite collègue t'est dessiné un truc et tout sur les mains, des fois tu t'écrivais des trucs, nous on n'avait absolument pas le droit. Mais voilà, comme la vie, elle a des viens et des va, ça veut rien dire. J'ai fini tatoueuse et on m'a beaucoup posé la question de comment t'as su que tu voulais faire du tatouage. En vrai, je les savais pas et ça s'est fait comme ça. Vraiment, la vie, elle me l'a mis devant et moi, tout ce que je fais, c'était le prendre. Quand j'ai passé mon premier Noël en France,
j'avais personne avec qui passer Noël et j'avais 2 semaines de vacances et j'avais pas de sous pour rentrer en Argentine. Et du coup, pour ce Noël-là, je me suis acheté un kit pour tricoter et un kit pour faire du tatouage, pour faire du impoc. J'ai un peu tricoté. À cette époque, moi, j'ai tricoté des cagoules. Je vais essayer de mettre une photo là, si je trouve. Mais après, j'ai un peu abandonné le tricot. Et après, j'ai pris le tatouage. Et en fait, quand j'étais en Sicile, vu que dans le village où j'étais, il y avait plein d'autres Argentins, et que moi, j'avais du matériel pour tatouer, bah, j'ai commencé à tatouer. J'ai commencé à tatouer des gens comme ça. Bien sûr, au début, j'avais commencé sur moi. Et du coup, j'ai un peu commencé à tatouer des gens jusqu'à qu'un jour, il y a une fille qui me dit « Bon, je te dois combien ?» Et moi, j'étais là, bah, je sais pas. Et elle m'a donné 20 euros. Et c'est là où je me suis dit « Ok. » ça pourrait être quelque chose. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis grave à dessiner. Même si j'aimais bien dessiner avant, genre là, je me suis mis vraiment à dessiner en faisant une recherche. Genre vraiment à dessiner en disant, ok, je veux avoir mon style. C'était un peu le truc que je m'étais fixé à cette époque-là. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup dessiner tout le temps. Tout le temps, et à faire une recherche de tout ce que j'aimais bien et tout ce qui m'attirait l'œil. Et avec le temps, j'ai ouvert un compte Instagram, qui est d'ailleurs, j'ai pas ouvert un compte Instagram, j'ai repris un compte Instagram que j'avais. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, c'était à la mode d'avoir ton compte Instagram perso, où t'avais toute ta famille qui était abonnée à toi et tout, et avoir un compte à côté où c'était vraiment, où tu mettais les photos un peu folles, et c'était que pour les amis proches. À l'époque, moi, le compte Instagram que je m'étais fait, c'était celui que c'est mon compte à tout aujourd'hui. Et je l'avais appelé Petite Argentine parce que je l'avais fait pendant mon échange et ma famille d'accueil, ils disaient tout le temps « Ouais, on a une petite Argentine à la maison ». Comme si j'étais un petit Pokémon, tu vois. Et du coup, je l'avais appelé comme ça parce que, je sais pas, pendant l'échange, c'était drôle. Et après, je l'ai gardé. Et maintenant, c'est mon pseudo tatou. Voilà. Je l'aime bien. Je sais pas, mais bon, je me suis un peu appropriée de ça et c'est ok, je sais pas, c'est pas si mauvais que ça. Et bon, du coup, ça a un peu évolué le tatou, vu qu'à cette époque, vu que j'avais pas de papier, je pouvais pas travailler, même si j'étais rentrée en France. C'était trop dur de trouver du travail au black et du coup, j'avais énormément du temps que j'ai consacré à dessiner, ouvrir un compte tatou, commencer à faire des reels, commencer à filmer ma vie, Et après, ça a amené là où je suis aujourd'hui. Avec le temps, j'ai ouvert la chaîne YouTube, tout a évolué, j'ai trouvé un shop dans lequel ça fait 2 ans que je suis résidente. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas un truc que je voulais faire. Vraiment, c'est un truc que ça m'est passé devant et je l'ai pris. Mais du coup, aujourd'hui, une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment t'es la vie maintenant que t'es artiste à temps plein ? En vrai, c'est trop bien, mais moi, je trouve que la façon de le faire tenir dans le temps, c'est le voir comme un travail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai même pas l'impression que je travaille maintenant que je fais ça ». Et en fait, oui, ça peut arriver, mais je trouve que la manière la plus healthy d'être indépendant, c'est vraiment de prendre les choses comme si c'était un travail et que tu travaillais pour quelqu'un d'autre. Par exemple, quand tu es employé, tu sais que si tu commences à 8h, tu dois être au travail à 7h50, 7h55 parce que sinon tu vas être en retard et que ton patron te va... Alors que quand tu es indépendant, tu peux grave te permettre de traîner, d'être en retard, de pas faire les choses. Et moi, je trouve que la manière la plus healthy, c'est de faire comme si tu avais un patron derrière qui veut se te virer. Comme ça, sous cette pression, tu fais bien ton travail. Et aussi, il faut être rigoureux pour la créativité et pour réussir à avoir une relation saine avec la créativité, surtout quand ton travail, c'est être créative, dans mon cas, dessiner. Et du coup, là, on va passer à la partie créativité, que c'est le thème qui revient énormément sur les questions qu'on m'a posées, alors que ça fait déjà 40 minutes que je suis en train de parler. C'est pas grave. Une question qu'on m'a posée énormément, c'est comment t'as trouvé ton style de tatou. Moi, le conseil que je donne tout le temps, et c'est ce que moi j'ai fait au début, c'est faire une recherche de tout ce que t'aimes bien. Vraiment, tous les tatoueurs, moi je trouve que ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. C'est tous les artistes qui font la même chose que toi, que t'aimes bien. Vraiment, toutes les œuvres qu'ils font, assemble-les, mets-les dans un dossier. Et après, il faut faire une analyse où tu te dis, ok, tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai assemblé, c'est quoi les choses en commun que je trouve ? Ça peut être que tous, ils utilisent certains traits, que tous, ils font monochrome, que tous, ils sont un personnage en particulier. Et du coup, je m'étais un peu fait une liste des choses qu'ils avaient en commun.
pour après avoir ça comme base ou comme guide au moment de moi créer des choses. Un autre conseil que je donne à chaque fois, c'est d'avoir tout le temps le même support. Par exemple, si vous avez un carnet où vous faites des croquis, que ça soit 2 stylos ou 2, mais vraiment avoir tout le temps le même support. Comme ça, plus tu fais, vu que le support est le même, plus tu peux trouver des connexions entre chaque chose que tu as fait. Alors que si à chaque fois tu fais plein de trucs différents, que c'est bien aussi de faire plein de trucs différents pour explorer, mais quand tu veux avoir cette recherche de ton style, moi je trouve que c'est bien d'avoir tout le temps le même support. Comme ça, tu peux déjà trouver un lien entre toutes les choses que tu as fait et sentir qu'ils appartiennent à la même famille. Et c'est de là que tu peux te dire, ok, ça peut être un style. Ça, parce qu'en vrai, tout est fait de la même façon, même si chaque chose est différente. Je sais pas si je m'explique, mais bon, c'est pas grave. On m'a aussi posé la question de comment explores-tu des nouvelles idées avec de nouveaux supports. C'est une chose qui me stimule beaucoup d'essayer un nouveau support, genre d'aller m'acheter 2 crayons et d'un coup faire plein de dessins avec ces 2 crayons, ou de faire de l'aquarelle, ou de faire des nouveaux trucs. Et des fois, ces petits dessins que je fais pour explorer, y a plein de choses qui peuvent sortir et plein d'idées qui peuvent sortir. Après, moi, je pense que c'est bien de faire beaucoup, faire beaucoup, dessiner beaucoup, même si ça n'a pas de sens, même si c'est très moche. Et après, avec le temps, revenir à ce que tu as fait et pouvoir choisir et dire « Ok, ça, je peux l'améliorer. Ok, ça, c'est pas mal. Ok, ça, c'est de la merde. C'est pas grave. » Je trouve que c'est important de tout vraiment le mettre sur papier. Aussi, on m'a posé la question de qu'est-ce qui te stimule le plus dans ton processus créatif. Moi, je pense que ce qui me stimule le plus, c'est apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment sentir que je sais pas faire et que je dois apprendre. C'est une sensation que j'aime énormément. Et on m'a aussi posé la question de est-ce qu'il y a un projet créatif que tu aimerais réaliser? Oui, j'aimerais bien faire de la musique. J'aimerais trop sortir de la musique. Je sais que ça va arriver un jour. Je sais pas quand, mais c'est un truc que j'aimerais trop que ça arrive. C'est vraiment un peu un rêve, et un rêve assez légitime, parce que pendant beaucoup de temps je me sentais pas assez légitime de le faire. Mais bon, moi je trouve que aussi parler de créativité et tout ça, ça amène à parler de YouTube. Beaucoup posaient la question de est-ce que tu comptes faire plus de vlogs? J'aimerais trop, vraiment j'aimerais trop. Et il y a des moments où j'ai grave des trucs à dire et je suis grave ouverte à parler à la caméra et tout. Et il y a des moments où c'est un peu moins comme ça. Et jusqu'à maintenant, j'avais toujours un peu cette idée que si j'avais pas des trucs à dire, je préfère ne rien sortir, parce que si j'ai rien à dire, j'ai pas envie de faire un truc un peu banal et vide. Et moi aussi, à chaque vidéo, j'aime bien un peu laisser une réflexion, laisser un truc un peu montrer une difficulté que j'ai eu dans la semaine et montrer comment je me débrouille. Je sais pas, j'aime bien laisser un peu un truc positif derrière mes vidéos. Et souvent, les trucs que je parle dans mes vidéos, c'est des vraies réflexions que... pas souvent, c'est tout le temps comme ça. Vraiment, c'est des vraies réflexions que j'ai quand j'écris le matin. Et c'est des vraies problématiques que je trouve, ou des conflits que j'ai un peu avec moi-même. Et je vous avoue que j'ai du mal à faire des vidéos quand j'ai rien à dire. Oui, je pourrais faire des vlogs juste du quotidien, en mode... ouais, aujourd'hui je fais ça, je suis allée au sport, j'ai mangé... En vrai, je pourrais essayer. Bref, oui, moi dans mon idéal, c'était sortir 2 vidéos par mois. Mais bon, j'arrive pas à sortir 2 vidéos par mois encore. J'en sors moins et je vais essayer d'en faire plus. Promis. Ensuite, on m'a demandé beaucoup des conseils pour les gens qui se lancent sur YouTube. Moi, je pense que un conseil que je vous donne, c'est de, même si vous n'allez pas poster sur YouTube, commencez à vous filmer, comme ça vous vous habituez à parler à la caméra. Et un conseil que je vous donne pour quand vous parlez à la caméra, faites comme si vous êtes en train de parler à votre meilleure copine, copain. Genre vraiment, faites en sorte que vous parlez à vos potes et soyez vous-même. Essayez pas de faire comme les autres. Je parle en façon de être. Soyez comme vous êtes. Ensuite, quelle caméra utilises-tu pour tes vidéos YouTube? Là, je suis en train de filmer avec mon iPhone. J'avais acheté une Osmo Pocket 3. Il y a quelques vlogs que j'ai fait sur ma chaîne avec la Osmo, mais j'aime pas trop la qualité. Même si la qualité, elle est super, moi, je trouve que l'esthétique, elle est pas non plus. Je préfère l'iPhone. Et aussi, j'ai une caméscope et des fois, je filme avec la caméscope, mais
j'ai envie de vous dire que le matériel que vous avez, on s'en fout du matériel. Bon, on va dire que on est un peu arrivé à la fin de cette vidéo. Et aussi, si le format il vous a plu et que ça vous intéresse que je parle d'autres sujets plus intéressants et pas que juste de moi, je serais ravie de le savoir. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, vraiment des gros bisous. Merci d'être là, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'aime fort, vraiment. Merci d'être là. Allez, à bientôt.